Bonsoir à tous, bonjour pour ceux qui sont peut-être à l'étranger ou bien dans quel moment vous suivez la vidéo. En fait, on est encore une fois ici sur Awali Connection. C'est la première vidéo, comme je vous avais dit, qu'on va essayer de faire des interviews avec des gens qui sont dans des domaines plus précis. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine. Alors il va essayer un peu de nous parler, il va essayer un peu d'échanger parce que Awali Connection, comme on est venu avec cette idée, c'était réellement de pouvoir entrer réellement en contact avec vous et que vous puissiez écouter des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans n'importe quel domaine. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous mettre en contact avec ces gens-là qui savent. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence avec quelqu'un qui est un expert dans son domaine et j'aimerais vraiment qu'il parle en long et en large sur lui. Bonsoir. Bonsoir Billy. Je suis très enchanté d'abord de pouvoir faire partie de cette première série de vidéos que tu commences. Et évidemment, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à frapper à la bonne porte, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'il manque en fait les bonnes informations. Et moi-même, je suis un exemple concret de cela. Donc, c'est quelque chose que j'encourage vraiment ce que tu es en train de faire. Absolument, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous sommes vraiment venus vers vous pour essayer un peu d'échanger un peu sur votre domaine et vous allez essayer de nous dire sur ce domaine. Mais premièrement, j'aimerais un peu plus vous présenter, vous puissiez parler un peu en long et en large sur ce domaine. Ok. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Christian Vita. Et je suis médecin de formation depuis la RDC. Évidemment, j'ai fait toute ma médecine et puis j'ai eu mon diplôme de médecin généraliste. Et après, j'ai eu cette opportunité de la DV et je suis venu pour les États-Unis. Et lorsque je suis arrivé ici, évidemment, il y a eu certains obstacles et tout ça. Et évidemment, on va en parler selon les questions que tu vas poser. Et c'est comme ça que je suis passé par un parcours. Maintenant que je suis en train de poursuivre, ça fait maintenant 7 ans. Mais sinon, pour me présenter brièvement, c'est juste Christian Vita, médecin de formation, et actuellement aux États-Unis en train de poursuivre mon doctorat, mon retour vers mon titre de docteur. Voilà, on va directement entrer dans le sujet. Ouais. J'aimerais avoir la première question, c'est de savoir comment quelqu'un qui a fait un doctorat en Afrique, plus précisément, parce que là on est en train de pouvoir parler de toute l'Afrique. Alors, comment quelqu'un qui a pu faire sa médecine au pays se retrouve ici? Comment est-ce qu'il peut arriver? C'est possible de continuer? C'est possible de travailler avec son doctorat? Beaucoup de gens ont de lacunes là-dessus. Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a des gens qui pensent peut-être que lorsqu'on est médecin ici, c'est parce qu'on est venu et qu'on a des papiers nécessairement. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il y a moyen de venir et de travailler en tant que médecin ici en Amérique en commençant des démarches en dehors de l'Amérique. Et se retrouver ici à travailler médecin ici aux États-Unis à cause des démarches que vous avez faites dans le domaine médical. Et évidemment, il y a une série de tests, mais c'est effectivement possible. Il y a moyen d'être... C'est un processus qui doit d'abord commencer depuis c'est un processus. Avant que vous puissiez venir aux États-Unis. C'est un processus, c'est un long processus. Évidemment, il est plus facile lorsqu'on a atterri aux États-Unis et qu'on est légalement ici, résident, ou bien je ne sais pas moi avec quel statut. C'est un peu plus facile parce qu'on est déjà dans le pays. Mais c'est possible aussi, en étant en dehors du pays, de commencer ces démarches-là, de s'inscrire en ligne et de passer tous les tests. L'institution s'appelle le USMLA, United States Medical License Examination, quelque chose comme ça. Il travaille en collaboration, il y a le USMLA et le ECFMG. Vous allez vous connecter en ligne, vous faites vos paiements, votre application, et ils ont des centres à travers le monde, comme ça, où ils vont vous envoyer passer les tests, les différentes étapes, jusqu'à ce que vous allez atteindre un niveau de satisfaction qui va permettre que vous puissiez passer le troisième test. C'est un test qui demande d'être physiquement aux États-Unis. Et alors là, vous pouvez maintenant appliquer pour votre visa et venir ici et passer ces tests-là dans différents hôpitaux parce que c'est un test pratique. Et lorsque vous avez fini, vous allez vous affilier à des hôpitaux et comme ça, vous allez continuer votre processus. Et si vous arrivez à avoir un emploi, vous pouvez alors demander à la compagnie de vous sponsoriser. Et vous obtenez des papiers et vous devenez maintenant médecin qui en fonctionnant ici à 100%. Ok, déjà, ce qui veut dire tout simplement qu'un médecin qui a été formé en Afrique
ne peut pas exercer directement avec ses diplômes ici. Non, un médecin ne peut pas directement prendre son diplôme de l'Afrique, même si, comme il y a beaucoup qui se disent, il a travaillé en Afrique du Sud, il a de l'anglais, même s'il y a un médecin qui est en Afrique du Sud qui veut appliquer ici aux États-Unis pour travailler directement, il doit passer par le filtre. Et je vais même aller jusqu'à pire, parce que peut-être que les gens pensent que c'est seulement, ceux qui nous suivent peuvent se dire que c'est quelque chose réservé seulement aux Africains, mais aussi choquant que cela peut apparaître, ça arrive même aux médecins qui sont formés dans les pays anglophones. Les Européens, et tous passent par le même problème. Ils apprennent leur formation dans les dents. Ce qui est pire encore, c'est qu'il y a même des Américains. Américains qui quittent ici, il va faire sa médecine dans un pays anglophone, parce que c'est moins cher là-bas, mais quand il revient, il est obligé de passer par le filtre. Donc, ce n'est pas simplement pour les Africains. Les médecins qui sont formés en dehors des États-Unis, lorsqu'ils viennent aux États-Unis, ils doivent passer par des tests pour prouver qu'ils sont compétents pour exercer aux États-Unis. Ok, ça c'est vraiment intéressant. J'aimerais un peu savoir, pourquoi est-ce que les États-Unis ont voulu réellement dépersonnaliser leur médecine? Ou bien beaucoup de domaines, parce que même moi qui est dans l'informatique, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas peut-être appliquer en Afrique. Alors, pourquoi, dans le domaine médical, pourquoi ils ont réellement voulu faire les choses de cette façon-là? Très bonne question. Alors, d'abord, dans le domaine médical, ceux qui sont dans le domaine médical, qui me suivent évidemment savent cela. La médecine, bien qu'on te l'apprend comme tout médecin, c'est les mêmes bases, les mêmes sciences, mais dans la médecine, il y a un domaine régional. Ça veut dire que lorsque l'on te forme, on ne te forme pas à connaître absolument tout. On va te former, mais il y a un niveau où tu es plus recadré par rapport à ce qui se passe dans ta région. Je te donne un exemple, c'est comme si tu prends un médecin américain et que tu le mets devant le paludisme, par exemple. Il va souffrir pour traiter le paludisme, tu vois. Lorsque tu prends un médecin et que tu le mets devant l'Ebola, par exemple, des histoires comme ça. Et j'ai des petits exemples pour te montrer comme ça que, mais quand tu prends un médecin congolais, que tu le formes et que tu le mets devant ces pathologies-là qui sont compliquées pour l'Américain, il soigne le patient. Voilà, des choses comme la tuberculose. C'est des trucs aussi qui demandent que ces choses soient régionalisées. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que l'Amérique a une technologie très avancée. Très, très avancée. Absolument. Pourquoi je dis très avancée, évidemment, jusqu'au point où il y a certaines pratiques du domaine qui sont encore faites aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'Afrique parce qu'on est africain. Absolument. Il y a des pratiques dans les hôpitaux, des histoires qui se passent dans les hôpitaux africains qui sont devenues le passé pour la médecine américaine. Dans les hôpitaux américains, ça ne se pratique plus. Lorsque tu viens, il y a certaines choses qu'on ne fait plus, qui sont dans le livre, mais qu'on ne fait plus. Comme quoi, par exemple? Par exemple, je donne quelque chose comme les appareils paracliniques, par exemple. Il y a des tests qui sont tellement avancés ici. Ici, les scanners et toutes ces histoires-là, c'est des histoires qui sont de routine. Quand vous venez, vous faire un scanner et toutes ces histoires, c'est vraiment simple. Mais par exemple, lorsque tu prends dans des pays qui ne sont pas très développés, ou bien quand tu prends encore de la médecine telle qu'elle est encore en train d'évoluer, on est encore très calé dans des choses comme faire des radios. Lorsque tu vas faire une radio, je donne un exemple au pays, lorsque tu fais une radio, tu vas aller, on va te flasher, et toutes ces histoires-là, tu dois aller dans une salle spéciale, et puis après le laborantin doit faire ce cliché-là, et puis le produire, et envoyer les résultats chez le médecin. Mais ici, par exemple, lorsque tu veux faire une radio, tu arrives à l'hôpital, tu ne te déplaces pas. Les radios simples comme celle du pays, là, il y a une machine portable qui vient vers toi, qui fait le cliché sur toi. Et au pays, on donne le cliché en papier comme ça, qui est sombre, je ne sais pas si tu vois, et puis qu'on regarde comme ça. Alors qu'ici, déjà, on a une base où le cliché est électronique. Au même moment où on le flash sur toi, au même moment, la machine envoie chez le médecin et il le voit sur ordinateur. Alors, le médecin du Congo sait faire une radio. Il sait interpréter une radio. Mais lorsqu'il se retrouve dans un contexte comme celui-ci, il doit être formé à s'adapter à la nouvelle façon de faire la radiographie ici. Tu vois un peu, c'est des choses aussi simples que cela. Ok, donc c'est vraiment intéressant. Alors, personnellement, j'ai un ami qui est ici aux États-Unis, mais qui n'a pas pu continuer ses études en médecine. Il est aujourd'hui en train de faire l'ingénierie. Mais il m'expliquera que ce qui s'est passé, c'est que il n'a pas pu pouvoir défendre son diplôme, ou bien son diplôme, on n'a pas pu l'accepter. Donc, c'était réellement dû à toutes ces lacunes qu'il n'a pas pu commencer le processus depuis l'Afrique. Alors, je ne voudrais pas parler à la place de cet ami, parce que je ne connais pas particulièrement quels sont les facteurs qui ont fait qu'il ne puisse pas y arriver. Il y a beaucoup de facteurs.
Il y a beaucoup de facteurs. Au fil des années, j'ai trouvé que les gens simplifient exagérément l'affaire. Mais il y a tellement beaucoup de choses qui interviennent. Mais ce serait quand même difficile de le connaître dans son cas. Mais je pense qu'il doit y avoir soit un problème d'information, soit un obstacle qu'il a trouvé, mais qui n'a pas su comment contourner cet obstacle-là. C'est dû à quoi? Parce que je remarque que c'est presque dans tous les domaines. Alors, le seul obstacle légitime qui pourrait empêcher absolument à une personne de pratiquer sa médecine aux États-Unis, le seul obstacle, en ma connaissance, évidemment, je ne connais pas toutes les informations, il peut y en avoir en dehors là-bas, mais le seul obstacle que je connais personnellement qui peut empêcher une personne de pratiquer la médecine, c'est d'avoir fait la médecine dans une institution qui ne fait pas partie de la liste des universités reconnues par l'Amérique. Ah, donc cela veut dire des universités, des collèges Absolument. Qui ne sont pas reconnus. Absolument, absolument. Avant de commencer ces démarches, c'est toujours la première chose que je ne connaissais pas personnellement. C'est que lorsque vous arrivez, on vous demande d'aller, ils appellent leur directory. Vous allez dans le directory, vous allez sur ICFMG, vous entrez, vous commencez pour soumettre vos documents, on va vous soumettre toute une liste. On vous demande de choisir votre université. Et lorsque la liste apparaît, vous choisissez votre pays, ça vous donne les universités accréditées de votre pays. Et si vous venez d'une université qui n'est pas sur cette liste-là, vous avez deux possibilités. Soit vous abandonnez les démarches parce que ça ne va plus avancer, soit vous recontactez votre université pour que l'université fasse les démarches d'accréditation, pour qu'elle puisse faire partie de cette liste-là. Et là, ça dépend de combien organisée l'institution d'où vous venez. S'ils sont très organisés et prêts, ils peuvent lancer les démarches et faire tout ce qui soumettre les documents et prouver qu'ils sont réellement une faculté de médecine. Et on va les reconnaître et leur nom va passer comme ça. On a vu, je connais personnellement des exemples d'universités qui n'étaient pas enregistrées. Là, je parle à l'époque, je suis arrivé en 2013. Il y a des universités qui n'étaient pas enregistrées et les ressortissants qui se sont retrouvés ici ont recontacté l'université qui a fait toutes les démarches qu'il fallait. Et dans les mois qui ont suivi, ils ont soumis leur documentation et puis après, ils sont passés sur la liste. Donc, c'est la seule chose qui, à ma connaissance, peut être un obstacle absolu. C'est vraiment intéressant. Mais j'aimerais vraiment lui poser une question vraiment très pertinente qui fait même qu'Awali puisse exister. C'était de pouvoir permettre aux gens de pouvoir avoir l'information fraîche et une information qui peut les aider à pouvoir faire des choses ou bien à pouvoir passer à l'action. Alors, ma question est de savoir comment est-ce que quelqu'un qui se retrouve ici, parce que déjà, on a un problème avec beaucoup de gens qui sont peut-être en Afrique, qui sont en train de venir, n'ont pas déjà l'information qu'il faut s'apprêter à partir de là. Alors, s'il se présente qu'il y a une personne qui vient fraîchement de venir, ou bien quelqu'un qui est ici, mais qui a toujours cette idéologie de pouvoir poursuivre dans la médecine, qu'est-ce qu'il devrait faire exactement? Alors, la première chose qu'il doit commencer par faire, c'est de se préparer, d'abord par commencer par regarder sur le site ECFMG et essayer de voir, il y a toutes les coordonnées qui vont montrer la liste d'universités accréditées. C'est l'étape absolue, incontournable. Il faut voir et se rassurer que l'université où la personne a eu son diplôme, cette université est accréditée. Si, évidemment, à partir de là, on sait que si l'université est accréditée, le reste peut commencer maintenant. Si l'université n'est pas accréditée, ne fait plus rien. Recontactez l'université ou ceux qui sont sur place peuvent vous aider à recontacter l'université pour faire les démarches appropriées pour pouvoir entrer dans cette liste-là et continuer les démarches. Parce que lorsqu'on n'est pas sur cette liste, il n'y a plus rien à faire. Donc, il faut d'abord commencer par cette liste. Première étape. Il n'y a aucune autre étape à faire. C'est la première étape, c'est de vérifier cette liste-là et de se rassurer que vous êtes sur la liste. Ok. Et si vous êtes sur la liste, qu'est-ce qui va se passer après? Si vous êtes sur la liste, là maintenant, vous commencez à soumettre votre documentation. Vous payez pour qu'on puisse investiguer sur vos documents. Et puis après, c'est clair. Chaque étape vous montre qu'est-ce que vous devez soumettre. Mais évidemment, toute la documentation et tous les frais, ça peut prendre environ 600 à 700 $. Juste pour soumettre ces documents et faire toutes ces démarches. Cela est lié aussi à l'État ou bien c'est standard? Non, c'est standard. C'est l'institution qui exige ces frais-là. C'est en dollars, vous les payez, votre diplôme est soumis. C'est comme des frais que je peux dire, des frais administratifs, si on peut les appeler comme ça. C'est pour que les choses soient faites et que le bureau approprié puisse examiner et faire des enquêtes pour se rassurer que effectivement vous êtes un candidat valable. Et lorsque vous soumettez cela, si vous êtes déjà médecin, évidemment, il y a plusieurs possibilités. Mais je voudrais commencer par quelqu'un qui est venu médecin de l'étranger, qui veut pratiquer ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Lorsque votre document est accepté,
Vous avez maintenant 3 étapes. Vous avez les 3 tests à passer. Vous passez les tests de ce qu'on appelle USMLE. C'est une abréviation, United States Medical Licensure Exam. Ça a 3 étapes. La première étape, vous allez la passer, c'est une étape théorique, step 1. Vous allez passer la deuxième étape, qui est aussi en quelque sorte une étape théorique, mais qui est divisée en 2. Il y a Clinical Knowledge et Clinical Science. Tout ça, c'est l'étape 2. Et après l'étape 2, maintenant vient l'étape 3. L'étape 3, c'est optionnel dans le sens où vous pouvez, soit après avoir fait l'étape 2, trouver une institution qui va vous recevoir comme une sorte d'internat pour que vous puissiez un peu améliorer, pratiquer certaines choses. Mais quand je dis c'est optionnel, ça veut dire qu'il y a des gens qui choisissent de ne pas passer par la pratique, mais d'affronter directement le test pratique parce qu'ils sont sûrs de leur capacité. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que pour certaines personnes, ils préfèrent faire cette 3e étape et avoir beaucoup de points et utiliser ce point pour maintenant affronter les hôpitaux et dire, regardez, j'ai affronté, j'ai fait beaucoup de points, donc je suis capable de commencer ma residency avec vous. Et ça, c'est les premières étapes obligatoires. Déjà, à partir de cette étape, vous pensez que combien de temps cela peut déjà prendre? Les étapes dépendent évidemment des connaissances de la personne. Ce n'est qu'une question de connaissance. Il est très conseillé de prendre un temps pour se préparer. Il y a des gens qui se sentent capables, qui osent directement, mais il est très conseillé de prendre un temps pour se préparer. Et lorsque l'on dit temps pour se préparer, ça implique des frais. Pourquoi? Parce que la première étape, rien que pour la première étape, ça peut coûter jusqu'à $900 à payer. Rien que pour être inscrit là-bas. Et puis après, vous devez acheter les livres et les formations qui vont avec. C'est des formations qui sont venues en paquet. Et ces formations peuvent vous prendre encore un autre $1000 comme ça. Le livre, l'application, les questionnaires. Et comme ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, il y a 2 parties. Partie 1, vous pouvez payer encore $900. Partie 2, ça va vous prendre jusqu'à $1500, $1600. Vous finissez avec l'étape 2. Et puis l'étape 3, vous devez encore payer, je crois, dans les $900. Évidemment, les prix varient de quelques dollars seulement, d'année en année. Mais en gros, c'est un peu ça. En gros, je peux dire que les 3 étapes vont payer à l'institution, vont vous coûter $4000. Et quand vous ajoutez les frais de training, des programmes à suivre, il y a juste que des programmes qui vous amènent comme dans un maquis. On vous dit, OK, venez, on va commencer par vous chauffer de la matière. Et puis après, vous partez, vous frappez toutes les 3 étapes. Et c'est des gens comme ça qui peuvent vous réclamer jusqu'à $6000, $7000 que vous devez payer. Et vous allez dans leurs locaux, vous irez travailler matin et soir pendant 3, 4, 5 mois. Et vous sortez de là bombardé de matière. Vous affrontez les tests, vous excellez. Maintenant, toutes ces 3 étapes, les frais liés à cela, c'est payé du coup ou bien ça peut aussi se payer Oui, ça commence à se payer en étapes. Donc, cela veut tout simplement dire que quelqu'un qui est aux États-Unis est capable de pouvoir payer ces... Quelqu'un qui est aux États-Unis, s'il épargne son argent, il peut carrément payer à ça. Même si on le paye $16, je pense que tu peux arriver toujours à faire ça. Oui, parce que lorsque vous prenez quelqu'un à qui on paye $16, vous essayez un peu de faire sa moyenne annuelle, il peut environ être à $32 000, $33 000 par an. Et c'est quelqu'un qui peut carrément se battre en une semaine, mettre de côté, je ne sais pas moi, $200 par semaine, $200 par semaine, $200 par semaine. En 1 mois, 2 mois, il aura $1000 de côté. Ouais. C'est pour ça aussi que le facteur charge financière est très important. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués par les charges financières. Okay. Tellement de charges qu'ils ne savent pas mettre les charges de côté pour épargner pour ceci. Okay. Maintenant, j'avais une question très pertinente. Ouais. Surtout sur ce que vous venez de dire, que les charges financières et tout. Vous pensez que c'est quelque chose qui est lié à la volonté d'une personne? Oui, absolument. C'est lié à la volonté d'une personne. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes qui ont les charges financières roulent dans des voitures de... Je prends une moyenne seulement, des voitures de $16 000, $17 000. Ça, c'est aussi un des grands problèmes parce qu'on remarque des gens qui n'ont pas encore stabilisé leurs finances, mais ils prennent des voitures très chères à crédit et ça complique beaucoup. Quand je suis venu aux États-Unis et j'ai commencé à travailler, ma première voiture, je suis allé l'acheter dans un garage de réparation. Moi aussi, je me rappelle, ma voiture, je l'ai achetée au prix d'un mécanicien. J'ai payé $2500 parce que je voulais une voiture plus ou moins bien. Et j'ai pris cette voiture parce que c'était juste à cause de ma femme. Mais moi, j'ai commencé le collège et à partir du collège, j'avais les tickets gratuits de bus. Je payais $40, on me donnait un ticket gratuit pour tout un mois. Et je pouvais prendre le DART. Ici au Texas, je prenais le bus comme ça. Et tout étudiant peut le faire.
Et alors, lorsque la personne vous dit qu'elle n'a pas d'argent, mais il est d'accord d'aller à la banque, de prendre un loan, une dette de 16 000, 17 000 $, c'est juste une question de priorité. Parce que cette personne peut acheter une voiture, mauvaise voiture, bon, qui déplace de point A à point B à 2 500 $. Et puis, aller cette dette-là, aller plutôt la prendre, réduisant la dette, aller prendre une dette de 10 000 $ pour faire toutes ces démarches-là. Donc, c'est une question, pas seulement de volonté, il y a des gens qui veulent, mais qui ont des priorités dans un certain ordre. Okay. Ouais. Merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, nous allons essayer un peu de passer dans une deuxième étape où nous allons essayer un peu d'épingler la grande idée de Awali. C'est surtout sur l'entrepreneuriat. On a remarqué beaucoup de jeunes qui sont ici, mais qui peut-être n'arrivent pas à s'en retrouver. Beaucoup de jeunes qui sont à la diaspora, mais ils sont en train de faire la rat race, comme les Américains le disent. Exact. Alors, on va essayer un peu de parler beaucoup plus sur... on peut parler en généralité, comme tout au plus aussi, on pourra parler sur le domaine médical. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'abord de cela? Comment est-ce que quelqu'un qui est peut-être venu de l'étranger, qui vient de l'Afrique, peut pouvoir devenir entrepreneur ici? Voilà. Comme tu m'as abordé dans le domaine médical, il y a beaucoup d'exemples, mais j'aimerais bien centrer ça aussi sur le domaine médical. Peut-être que certains vont se dire, non, voilà, pour l'entrepreneuriat, donc on doit abandonner notre diplôme médical. Ce qui n'est pas le cas. N'est absolument pas le cas. Et je suis un exemple vivant de cela. Alors, lorsque je suis venu avec mon diplôme ici de médecine et que je me suis rendu compte de toutes les étapes par lesquelles je dois passer avant de devenir effectivement médecin, je suis encore dans ce processus-là. Beaucoup de gens m'ont dit que en tout ce temps-là, tu ne dois travailler que dans le domaine qui n'est pas médical. Ce qui est faux. Absolument faux. Il y a moyen d'entreprendre, de créer son propre espace ou sa propre compagnie. Pour nous, particulièrement, dans le domaine médical, tu dois accepter de devenir un freelancer. Je ne sais pas quel est l'équivalent du terme freelancer en français, mais c'est comme... Une personne qui se lance de soi-même. Voilà, exactement. Quelqu'un qui se lance seul pour offrir des services en son propre nom. Son propre nom. Voilà. Alors, pour répondre à ta question directement, pour synthétiser les choses, je vais demander à la personne, première étape, il faut commencer par s'enregistrer au gouvernement, si vous le pouvez. Demandez juste un LLC qui vous donne le droit d'avoir le nom de votre business. Entreprise. Voilà, le nom de votre business. Et puis après, commencez à prendre juste quelques classes dans n'importe quel collège. Des classes d'anglais et acheter sur Amazon. Ça coûte moins de 10 $. Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez dépenser, vous dites chaque fois qu'on me paye, je dépense 10 $, 15 $. Achetez 2-3 livres de ce qu'on appelle Medical Terminology. À propos de cela, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Oui, c'est sur ces livres-là. Alors, quel est l'avantage? C'est que vous venez avec le bagage d'où vous venez. Vous avez déjà votre terminologie médicale dans votre langue, mais vous apprenez maintenant la terminologie médicale en anglais. Et c'est plus facile. Lorsqu'on est médecin et qu'on lit un mot, on apprend juste à le dire. Et vous faites comme ça en apprenant les cours d'anglais, en apprenant votre terminologie médicale à la maison. Vous développez un bagage médical des mots. Et là, maintenant, avec votre freelancer et votre nom, vous commencez à chercher en ligne sur Internet des contrats. Vous demandez juste traduction médicale, interprétation médicale. Il y a toutes sortes de contrats en ligne. Donc, non seulement vous poursuivez votre but de devenir un médecin, vous poursuivez votre but de médecin, vous travaillez dans le domaine non médical pour survivre aux États-Unis. Ça, c'est une vérité qu'on doit se dire tous. Et puis, à part cela, vous avez aussi votre business freelancer parce que nous devons entreprendre quelque chose. Par exemple, moi, je suis arrivé à développer mon langage médical tellement bien que j'ai commencé à signer des contrats d'interprétation médicale. J'ai commencé par l'écrit, qui était plus facile. Mais après, j'ai commencé à avoir des contrats d'appel. On appelle ça les OPI. OPI, Over the Phone Interpreter. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu tapé. Surtout pour nos collègues qui viennent de l'Afrique du Sud, qui ont déjà un certain langage. Anglais. Ils peuvent développer ça. Et c'est une façon simple de s'entreprendre parce que lorsque vous avez un diplôme médical et que vous avez la terminologie médicale en anglais, vous pouvez soumettre à ces gens-là, leur montrer « Hey, je suis médecin de formation. Et j'ai la terminologie médicale en anglais, alors j'offre mes services. Et vous leur donnez un prix auquel vous voulez être payé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous connectent avec des hôpitaux. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de votre langue qui est un patient, on vous appelle et on vous paye. Et vous aider à pouvoir faire ce service. Oui, on vous paye de la maison. Il y a ceux qui payent par minute, il y a ceux qui me payent par minute, il y a ceux qui payent par heure. Et pour un médecin de formation, qui est freelancer et qui sait vendre
ses capacités, il peut gagner entre 30 000 et 80 000 dollars par an. C'est déjà... C'est déjà beaucoup de choses. 30 000 à 80 000 dollars par an. Pour couper par heure, ça peut faire entre 15 dollars et 40 dollars par heure, en fonction de votre capacité à vous vendre et à vous. Et ça, déjà, c'est déjà quelque chose parce que vous bâtissez la réputation. Et c'est très important. Et voilà. J'aimerais beaucoup plus vous préciser que, comme la façon qu'il a essayé un peu de l'expliquer, c'est que c'est beaucoup plus basé sur les connaissances. N'essayez pas de vouloir le faire pour pouvoir gagner cet argent, mais essayez d'abord de vous former, d'avoir tous ces langages médicaux et de connaître, d'être sûr de vos connaissances. Absolument. Et bien sûr, se lancer là-dessus. Absolument. C'est très important la connaissance. Ouais. Absolument. Okay. J'avais encore une autre question, par exemple. Pour quelqu'un qui est marié, vous pensez que c'est facile de pouvoir travailler? Et comment ça se passe? Ce n'est pas facile. Je suis marié. Et lorsque j'ai commencé, on a eu notre premier enfant. Et ce n'est pas facile, mais voilà comment est-ce que je voudrais formuler ceci. Après 10 ans, que vous le vouliez ou non, 10 ans vont s'écouler. Ça veut dire que si tu te dis aujourd'hui, je fais quelque chose qui aura des résultats dans 10 ans, tu vas arriver à ces 10 ans, tu auras tes résultats. Mais si tu te dis, je ne fais rien aujourd'hui, tu vas toujours arriver à ces 10 ans et tu n'auras aucun résultat. Absolument. Voilà. Alors, mieux vaut perdre le temps pendant 10 ans en se battant et en souffrant pour arriver à la fin des 10 ans et avoir mieux que de dire, bon, je ne veux pas souffrir parce que je suis marié et lorsque les 10 ans sont écoulés, vous êtes au point zéro. Le deuxième problème... J'aimerais d'abord préciser, c'est un des points que moi, personnellement, j'ai pu remarquer, bien que je ne suis pas marié. Seulement, j'ai pu remarquer que depuis que je suis ici, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été... qui se sont dit que comme j'ai beaucoup de charges de la famille, je ne peux peut-être pas avancer. Mais j'ai réellement aussi rencontré des gens comme lui présentement ici, quelqu'un qui est marié, mais il a réellement pu réussir, il a vraiment avancé. Aujourd'hui, il fait sa doctorat et c'est quelque chose de vraiment à féliciter. Vous pouvez continuer. Voilà. Et alors, le deuxième point que je vais ajouter aux mariés, c'est que les mariés oublient une chose, c'est que leurs circonstances actuelles de mariés ne suffisent qu'aujourd'hui. Supposons qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est marié, qui a un travail de 18 dollars et qui fait beaucoup d'overtime, il a un chèque de 1000 dollars à la fin de la semaine, il se dit, ouais, ça va. Mais les enfants grandissent et le coût de vie et la charge de ces enfants ne fait qu'augmenter chaque fois. Et lorsqu'on est encore frais, mieux vaut faire des efforts maintenant. Je donne l'exemple de ma petite fille qui a 6 ans. Lorsque je peux me battre maintenant et souffrir parce qu'elle ne demande pas beaucoup encore, le coût de vie qu'elle impose sur moi est encore léger. Très bas. Ouais. Alors je dois me battre maintenant et accroître mon revenu pour que lorsqu'elle grandira, que je puisse arriver à soutenir son coût de vie. Le marié qui se dit qu'il ne va rien faire parce qu'il est marié, il ne va pas étudier, c'est trop compliqué, c'est tout ça, il ne va pas aller à l'école. Il a un problème parce qu'aujourd'hui, il réussit à répondre à tous ses besoins. Mais dans 5 ans, 10 ans, le coût de vie va augmenter, les taxes vont augmenter, l'enfant va grandir et les charges seront tellement énormes que le défaut d'un marié qui ne fait rien, qui n'entreprend pas, qui n'étudie pas, qui n'avance pas, c'est qu'il force l'enfant, lorsque le coût devient trop lourd, il force l'enfant à participer aux charges financières. Ce qui fait que lorsque lui, le parent, est déjà limité, il ne peut pas aller loin, il est limité dans ce travail-là. L'enfant veut aller plus loin, mais l'enfant ne peut plus aller plus loin. Parce que le parent ne lui permet pas de pouvoir aller plus loin. Voilà. Le parent oblige à l'enfant de trouver un travail. Parce que l'enfant est dans des situations telles qu'il se dit, je ne peux pas aller à l'université. Je finis mon high school, je vais prendre mon boulot au McDo, je vais prendre mon boulot, je ne sais pas moi, à l'aéroport ou tout ça. C'est pour aider papa de pouvoir continuer à payer la maison et payer les autres bills. Et évidemment, papa ne peut pas m'acheter une voiture de 1500 $ et payer l'assurance chaque mois. Ma façon d'aider papa et maman, c'est quoi? C'est de prendre un travail, m'acheter ma propre voiture et payer mon assurance. Et alors, c'est là que le parent, maintenant, par sa paresse et son refus de souffrir, fait souffrir et lui et l'enfant. Absolument. Et l'enfant. Alors moi maintenant, c'est dans cette logique-là que je n'ai pas voulu. J'ai vraiment commencé à me battre pour essayer de comprendre que mieux vaut que je souffre maintenant, que je limite mes dépenses maintenant, mais que demain, je puisse avoir un revenu plus élevé pour pouvoir offrir à mon enfant l'opportunité d'être libre d'étudier ou de devenir
entrepreneur si elle ne veut pas étudier, quoi qu'elle puisse faire, mais qu'elle ne soit pas liée par l'obligation de me prendre en charge. Et c'est ça que les parents mariés doivent savoir. On est obligé de faire quelque chose parce que si on ne le fait pas, on condamne nos enfants à nous joindre financièrement. Merci beaucoup. On est en train déjà d'arriver vers la fin. Ouais. J'avais peut-être une dernière question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse la jeunesse africaine qui se retrouve beaucoup plus à la diaspora? Je pense que la jeunesse africaine, surtout de la diaspora, a une très grande opportunité de faire quelque chose que ceux qui sont restés au pays n'ont pas peut-être l'opportunité de faire. Le pays nous offre une plateforme, si je peux l'appeler comme ça, tellement diversifiée et ouverte qu'au pays, il y a des gens qui ont beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup d'idées, mais qui n'ont pas la même plateforme que nous avons. Alors, lorsque je pense à la jeunesse, je me dis ceci. Un jeune qui n'essaye de rien faire aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est en train d'insulter l'opportunité qui lui est donnée de se retrouver dans ce pays. Parce que j'ai même écouté des gens qu'aux États-Unis, on ne peut plus rien faire. Non, c'est compliqué. Ça, c'est là même que ton émission vient vraiment apporter de la lumière, c'est que celui qui dit qu'il ne peut rien faire, il le dit parce qu'il ne sait pas qu'il y a à faire. C'est vraiment l'idée que nous sommes venus et nous essayons de pouvoir rencontrer des gens qui font pour qu'ils puissent vous dire que oui, on peut aussi faire. Tu peux aussi faire. Et les Américains ont souvent un proverbe que j'aime bien, ils disent que you only know what you only know. Exact. Ça veut dire que si tu es ici avec moi et que tu sais que tu ne peux parler que le français et l'anglais, si tu as cette conception-là, tu ne vas apprendre que le français et l'anglais. Parce que c'est tout ce que tu sais. Tu sais que je ne peux apprendre que le français et l'anglais.